semaine. Et cette semaine, Charlotte, vous poursuivez vos suggestions coup de cœur pour l'été avec 2 livres, aussi livres de poche, aussi courts qu'intenses, aussi sourds qu'intenses qu'un café serré plus précisément. Et on commence avec ce premier livre. Alors oui, parce que le café, la boisson comme le lieu, c'est l'évocation d'un certain bien-être, d'une rêverie, de la créativité, de la poésie, de l'amitié. Donc je vous propose de faire 2 petites pauses avec le choix de 2 livres de poche courts pour aborder l'été, poursuivre ses lectures ou s'y mettre, si on n'a pas eu le temps pendant l'année. On va s'arrêter d'abord au café Nub, à Naples, avec le roman d'Amanda Sterz, Le Café suspendu. Café suspendu. Oui, publié chez Grasset en 2022 et qui est sorti au livre de poche la semaine dernière. Donc on pousse la porte de ce café Nub qui signifie nuage, comme c'est poétique déjà, à Naples. Et on n'oublie pas d'inscrire un café sauce peso à l'ardoise, c'est un café gratuit, en même temps qu'on en commande un pour soi. Cela permettra à plus pauvre que soi de s'accorder ce petit plaisir. C'est une tradition napolitaine et un peu partout, en Italie et pas que d'ailleurs. Ce roman est construit comme un petit spectacle. Une ouverture, 7 actes, 2 intermèdes et un final. C'est Jacques, un Français exilé à Naples qui vit au-dessus du café, qui consigne dans un coin du café les allées-venues, les rencontres et les confessions, et qui nous les raconte comme autant de petites nouvelles. On retiendra l'histoire de Fernanda et Sylvia, toutes 2 amoureuses du même homme, celle d'Aldo, l'homme sans rêve poursuivi par l'insomnie qui va chercher le sommeil tout au long de la nouvelle, et la mystérieuse histoire de l'écrivain sans visage, qui va nous faire penser à la saga de l'amie prodigieuse. C'est toute l'atmosphère de Naples qu'on ressent, au-delà du plaisir de lire ces petits contes qui flirtent avec le merveilleux. Ça sent un peu les vacances aussi, hein. Ah oui. Un petit peu. Ah oui, l'Italie, le soleil, la douceur de vivre. C'est ça, la dolce vita. Et toutes ces vies qui se croisent au café, s'entremêlent. C'est ça. Vous lisez un peu un délice. Je m'adresse à nos invités. Oui, un petit peu. Un peu de lecture quand j'ai le temps. Ouais. Et pour vous, Nicolas ? Oui, régulièrement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement ? Bon, moi, je me suis replongé dans les classiques, Le Hobbit et puis Le Seigneur des Anneaux. Ah, d'accord, oui. On varie un peu les langues. Ok, très bien. Et bien, pas bien. Ouais, sympa. Suivant comment les passages descriptifs, ça aide plutôt à dormir le soir si on est un peu fatigué, mais il y en a qui sont déjà plus sympas. C'est mieux le film ou c'est mieux le livre ? Ah non, quand même le film. Le film est mieux. Ah ouais. Très bien. Donc Le Café suspendu, premier bouquin proposé cette semaine par Charlotte Jacobsen. D'un café à un autre, du café suspendu, on va passer au café de l'Excelsior. Café de l'Excelsior, c'était un petit clin d'œil à un grand auteur français qui s'appelle Philippe Claudel. C'est pas du tout une nouveauté, mais je le range plutôt au rang des classiques. Alors pourquoi ce clin d'œil ? Parce que Philippe Claudel vient d'être élu nouveau président de l'Académie Goncourt au début du mois de mai. Donc on en parle un petit peu. Rien que ça. Voilà. Et si vous avez envie de pure poésie avant de vous endormir, par exemple, je vous invite à lire cette histoire de cet enfant de 8 ans qui a vécu 3 années auprès de son grand-père, tenancier de ce café, après le décès de ses parents et avant d'être placé en famille d'accueil. Assis à la table, ses pieds ne touchant pas le sol, le narrateur relate cette vie minuscule rythmée par les clients et les rituels du grand-père. C'est d'une tendresse infinie, l'une des plus belles déclarations d'amour que je n'ai jamais lues, dans une économie de moyens qui donne toute sa puissance à ce texte qui est aussi court que parfait. Je vous cite une jolie phrase pour bien commencer la journée. « Nous vivons parmi de grands pans de lumière hachés de noirs fracas. » Très grand texte, très grand auteur, Philippe Claudel, à découvrir si ce n'est déjà fait. Ça se lit facilement. Ça se lit très facilement. C'est même assez court, j'ai envie de dire. Donc, mais c'est très il faut en prendre plusieurs, hein, ça va être vite lu. Hein. Oui, mais quand je vois que la plupart des gens disent « je n'ai pas le temps de lire », si seulement ils lisaient uniquement ce livre dans l'année, ce serait déjà gagné. Ouais. Le livre de poche, ça marche bien, j'imagine, en période de vacances, mais pas que. Mais pas que. Non, ça marche très très bien. En tant que libraire, vous avez quelques sondages qui sortent. Les livres de poche fonctionnent très très bien. Oui, ça fonctionne très bien. Ouais, c'est quand même un résumé souvent d'un grand ouvrage. Alors ça permet déjà de lire des choses qu'on aurait éventuellement ratées lors de la sortie. Alors en tant que client naturellement, mais en tant que libraire aussi, parce qu'il y a tellement à lire que c'est bien qu'on nous fasse des petits rappels. Il y a à chaque fois ce changement de format, ce changement de couverture. Moi, j'aime bien, je trouve ça très excitant.
Voilà, et c'est beaucoup moins cher. Et c'est beaucoup moins cher. Et c'est exactement le même texte, et de plus en plus une fabrication d'ailleurs, parce qu'au départ le livre de poche c'était une fabrication un petit peu plus cheap, ce qui justifiait le prix, mais aujourd'hui les éditeurs font une fabrication très soignée, avec du beau papier, c'est lisible, c'est pas écrit si petit que ça, donc voilà, le poche c'est top. On va parler maintenant d'une carte interactive qui vous permet désormais d'explorer les vins et les produits près de chez vous. Celle-ci vous guide à travers plus de 170 localités viticoles en Suisse, regroupées en 6 régions. Vous allez pouvoir découvrir 48 cépages typiques et 11 châteaux viticoles emblématiques. Que vous soyez débutant ou expert, cette fameuse carte vous permet d'élargir vos horizons de dégustation. Et pour en parler, nous recevons le fondateur de cette fameuse carte, Nicolas Weffler, qui est avec nous. Incroyable cette carte. Alors je vais aussi on la voit sur les écrans du plateau. Et là, vous avez apporté avec vous cette fameuse carte. Comment est née cette idée de faire une carte des vignobles suisses ? C'est très simple. Moi, j'aime beaucoup le vin, j'aime beaucoup la Suisse et puis j'aime beaucoup apprendre. Alors, je me suis amusé pendant quelques mois à cartographier le vignoble. C'était à la base pour moi apprendre et puis savoir tout ce que je voulais savoir sur le vignoble suisse. Et puis, petit à petit, on l'a cartographié. On s'est dit que ça ferait une belle carte à gratter pour pousser les gens à découvrir. Alors, c'est ça la particularité, c'est que on peut gratter la carte. Tout à fait. Donc, c'est comme un billet du Tribolo. Et qu'est-ce qu'on peut gagner alors quand on gratte ? Alors, ça vient souvent cette question. En fait, vous gagnez rien si ce n'est un bel objet décoratif en fin de dégustation. Ouais. Mais surtout, ça vous pousse à explorer d'autres choses qu'on verrait pas autrement avec cette carte. Ouais. On se rend compte que les Suisses connaissent souvent bien leur petit coin de terroir, leur petit coin cantonal, mais ignorent tout, souvent les romans, de la Suisse alémanique par exemple, où les Tessinois connaissent très mal la région Trois-Lacs. Ouais. Les Valaisans connaissent beaucoup le Valais, puis un peu moins les autres régions. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas envie de connaître les autres. Vous savez, j'étais au Jardin des Vins à Sion pour faire la promo de la carte et j'ai trouvé qu'il y avait une très belle ouverture. Les stéréotypes pour la vie dure, je trouve, pour les Valaisans. C'était une boutade, on adore les Valaisans. Non, oui, alors les stéréotypes pour la vie dure, effectivement, ça je suis d'accord avec vous. Donc l'idée c'est qu'avec un petit stylet que vous fournissez, on peut aller gratter ces différentes régions. L'idée c'est par exemple si on est en train de déguster un vin d'une région, c'est de prendre l'étiquette ou la bouteille avec soi, puis aller découvrir d'où vient le vin qu'on est en train de consommer, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Donc en fait, la carte est recouverte d'une surface grise argentée qui est grattable. Donc, tout est gris au départ. Ouais. Et chaque fois que vous buvez un vin suisse, vous allez gratter à la localité d'où il vient. Donc ça vous pousse à vous intéresser d'où vient le vin que vous buvez. Et puis il y a encore à chaque fois les AOC, les cépages. Effectivement, en grattant, vous avez la couleur qui apparaît. Et donc vous voyez ce que vous avez dégusté et ce qui vous reste à découvrir. Et les 170 dégustations pour le tour du vignoble suisse. Et c'est une belle idée, une riche idée. Et ça, du coup, ça aide un petit peu à promouvoir les vins suisses. Et Dieu sait si on a des bonnes choses en Suisse. Oui, tout à fait. Moi, que je regardais les statistiques, on a plus de 250 cépages, on a plus de 2500 vignerons. Et c'est vrai que, on fera jamais le tour, même dans une vie, mais il y a des belles pépites qui souvent restent un peu inconnues ou à côté desquelles on passe. Et en plus, ça permet de découvrir la Suisse d'une autre manière, Léo de Garrigue. Exactement. Et puis, ça fait écho à la genèse de ce projet. On vit parfois en Suisse sans vraiment la connaître. Nicolas, c'est ce constat que vous êtes parti pour lancer Swisstastic lorsque vous viviez à l'étranger, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait 7 ans en Russie. J'ai été consul honoraire. J'ai rencontré énormément de gens. Et c'était un peu paradoxal parce que moi, je représentais la Suisse et j'avais des gens très cultivés qui avaient beaucoup voyagé, qui connaissaient bien la Suisse, qui m'apprenaient des choses sur mon pays. Et on a fait une liste avec ma femme en se disant mais toutes ces choses-là, on aimerait les voir quand on revient. Alors on est revenu il y a 2 ans et en fait on s'est fait des listes des châteaux qu'on voulait voir, des destinations phares qu'on voulait découvrir. Et ces wish lists qu'on partageait avec nos amis, en fait on s'est rendu compte que nos amis qui eux-mêmes vivaient en Suisse connaissaient aussi très mal ou très peu certaines des destinations qu'on visitait nous. Et du coup on s'est dit tiens, des posters à gratter, ça peut être sympa. On en voyait beaucoup en Russie, on en voit très peu en tout cas sur la thématique suisse ici en Suisse. Donc on s'est dit allez go, c'est un petit projet sympa pour se remettre en selle, un petit projet de couple, et puis c'est comme ça que ça débutait. Et pour décorer son carnet de c'est le top. Exactement, donc c'est souvent ce que je dis, moi j'étais à toutes les caves ouvertes en Suisse romande ce mois de mai, et puis c'est souvent ça en fait, quand je présente la carte, quelqu'un dit « Ah mais ouais, moi j'ai un copain qui a une cave, il va être super content, il va pouvoir la décorer avec ça. » Bien c'est souvent « Ah mais oui, mon papa il a une super cave, et puis ça il va vouloir déguster, il va vouloir gratter, c'est cool. » Et un des gros enjeux j'imagine c'est de garder à la fois le côté divertissant du grattage
partage et à la fois que ce soit assez joli pour qu'on puisse l'accrocher peut-être dans un salon, quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Donc on a fait un gros job sur le design. L'idée, c'était vraiment que ce soit déjà beau et puis ensuite que ce soit véridique. On a vraiment tout vérifié et puis tout validé avec les différents organes de promotion du vin. Mais oui, l'idée, c'est que ce soit très joli puis qu'on puisse l'accrocher dans sa cuisine, dans son salon, dans sa cave et puis que ça reste une fois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses de l'élaboration d'une carte? Il y a, j'imagine, une partie un peu créative, on réfléchit à ce qu'on va y mettre, et à la fois une partie technique assez concrète où vous envoyez vos idées à quelqu'un qui s'occupe de la partie technique? Oui, tout à fait. Alors, la partie créative, malheureusement, c'était pas pour moi. Je suis pas designer, donc je me suis appuyé sur des partenaires externes. Moi, j'ai fait toute la partie technique. J'aime bien être dans le détail, j'aime bien être dans la méticulosité. Et ça m'a pris 12 mois, effectivement, pour cartographier. En fait, il y a eu plusieurs étapes. J'ai pris des visuels qui étaient déjà existants au niveau de Swiss Wine, au niveau des différentes cartes qu'on peut trouver sur Internet. Puis après, on a juxtaposé ces zones de vignobles avec les cartes fédérales que la Confédération nous met à disposition. Puis on a fait le découpage par commune pendant quelques mois. Et puis après, il a fallu encore arbitrer certaines choses. Si vous regardez ces 20 dernières années, on a eu beaucoup de fusions de communes. Oui, c'est ça. Alors, je vous donne l'exemple, par exemple, du côté du Valais, il y a Noble-Contrée, qui aujourd'hui est une commune fusionnée de 3 communes. C'est Viège, Ventône et je ne sais plus laquelle. Et là, il fallait dire, ok, on prend quoi? On prend Noble-Contrée, le territoire de la commune fusionnée, ou bien on prend les 3 communes qui étaient à l'origine de cette nouvelle commune. Et on a souvent pris les anciennes parce que les identités, notamment vitivinicoles, sont très fortes. Ouais. Et puis après, il fallait vérifier que dans chacune de ces localités qu'on a sur la carte, on trouve bien un vigneron, c'est ma garantie. J'ai fait les 170, je sais que dans chacune de ces zones, vous pourrez acheter une bouteille, déguster. Il n'y aurait rien de plus frustrant que de faire 169 et de ne pas pouvoir gratter la dernière. Ça, c'était ma dernière question, mais c'est bien. Plus importante. Et le potentiel en Suisse, qu'il soit culinaire, culturel, on peut partir sur des cartes, j'imagine, insolites aussi, c'est un peu infini. Comment est-ce que vous choisissez de quoi on va parler sur la prochaine carte? Je crois que vous avez 6 cartes pour l'instant, 6 posters à gratter. Ouais. Comment on prévoit les prochains? Comment on crée une carte Bon, moi, c'est plutôt mes intérêts personnels, ce qui me fait rêver, ce qui me plaît dans la Suisse. Donc, il y avait forcément les destinations touristiques, de faire des destinations phares comme le Chiemsee, d'aller au Mont Santis. Il y a les aspects de tradition aussi, de voir les championnats de lutte, les combats de vaches d'airain, ce genre de choses. Moi, j'ai fait la fête fédérale du Yodel, mais c'est trop cool. Allez-y, c'est dans 2 ans la prochaine. Donc, c'est plutôt mes intérêts personnels qui me guident. Et puis, j'ai eu une fromagerie avant de revenir en Suisse. Forcément, ça me titille de faire une petite carte à gratter du fromage. Oui, fait ça aussi, c'est génial parce que ça permet de découvrir ce qu'on fait dans notre pays, de mettre en avant le savoir-faire régional, le terroir. Ça, c'est hyper important. Et bravo pour cette initiative. Même Jade qui est très vexée parce qu'elle trouve que la carte que vous proposez est plus jolie que la sienne. Jade, c'est notre présentatrice météo. Voilà, mais il n'y a rien à gratter sur la sienne. Non, mais c'est vachement bien. Et comment est-ce qu'on fait pour ça procurer alors cette fameuse carte? Alors, on la vend sur notre site www.swisstastic.ch. On livre dans toute la Suisse sous 2 à 3 jours. Mais surtout, on s'appuie de plus en plus sur un réseau de revendeurs partenaires. Donc, on a une 12aine de magasins aujourd'hui qui proposent la carte. Une librairie, des négociants en vin, mais aussi des vignerons. Donc l'idée, c'est que petit à petit, on va développer ce réseau et puis que ces gens-là puissent conseiller et puis proposer à leur clientèle plutôt que nous par le site e-commerce. Moi, j'ai pas vocation de développer une usine à gaz de e-commerce, ça m'intéresse pas. J'ai plutôt envie de la mettre dans les mains des Suisses. Je crois que le meilleur moyen, c'est de passer par les partenaires. Bravo Nicolas pour cette belle initiative et c'est bien pour mettre un petit peu en avant ce savoir-faire, le vin. Il y a plein de gens qui savent pas qu'on fait du vin en Suisse. On fait des très très bons vins et ça, c'est l'occasion justement de les mettre en avant. Bravo, swisstastic.ch pour en savoir un petit peu plus. Une carte pour le miel, ça pourrait être envisageable, ça? Oui, absolument. Aussi, ça pourrait être intéressant. C'est très compliqué, parce que chaque terroir est unique, effectivement, et d'une année à l'autre, en plus, le miel est différent, suivant l'année qui s'est écoulée au niveau du climat. Et aujourd'hui, on vous propose également d'explorer le monde des abeilles avec Odile Mermou, apicultrice passionnée qui propose des ateliers pour observer une récolte de miel et découvrir le processus de sa fabrication. Graphiste de formation, elle est devenue apicultrice à plein temps après avoir été aspirée par un voisin. Aujourd'hui, elle s'occupe d'une 40aine de ruches dans le canton de Vaud et sensibilise les enfants et les entreprises au déclin des abeilles.
Ces ateliers incluent un cours de biologie sur les abeilles, la fabrication de bougies en cire d'abeille justement, et la dégustation de différents miels et l'exploration d'une ruche de près. D'ailleurs, on en a une sur le plateau. On va en parler dans un instant. Merci d'être avec nous, Odile Mermoux, ce matin. Merci d'être là pour nous parler de cette passion. Enfin, c'est devenu une passion, les abeilles, hein, grâce à un voisin. C'est une belle histoire, ça. Oui, absolument. Donc, c'est mon voisin qui était apiculteur, enfin, qui l'est toujours et qui est mon mentor, qui m'a initiée. Et donc, je suis partie avec lui il y a 20 ans en arrière. J'ai débuté mon activité apicole avec donc Alex qui me coachait. D'accord. Ensuite, j'ai déménagé, donc j'ai pris mes ruches avec. J'étais de Montreux, je suis passée à Épalinges, Lausanne. Ouais. Donc, j'ai pris mes ruches avec là. Et là, j'ai commencé seule à continuer mon activité. Donc, j'ai fait partie de la Société de Lausanne. J'ai fait partie du comité aussi quelque temps. Et puis ensuite, voilà, ça fait maintenant bien 20 ans. Et j'ai commencé le brevet fédéral que j'ai obtenu l'année passée. Félicitations. Voilà. Merci. Donc, vous faites plus que ça maintenant? Oui, vous vous occupez de vos abeilles? Je m'occupe de mes abeilles et puis je m'occupe de recevoir justement pour initier, pour faire découvrir ce monde qui est merveilleux. Et puis je fais du parrainage, je fais beaucoup d'activités dans le cadre des abeilles. On parle beaucoup des abeilles qui sont en danger. On dit que si les abeilles ne sont plus là, l'humain va disparaître. Oui. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les abeilles, on en retrouve comme avant? Est-ce qu'elles sont toujours en danger comme on a pu l'entendre? Non, c'est toujours de plus en plus compliqué déjà l'apiculture. Donc il y a beaucoup de jeunes qui veulent débuter, qui pensent que simplement on peut installer une ruche dans un jardin et puis la laisser vivre sa vie, mais c'est pas possible. Donc, il faut vraiment maintenant se former. C'est un métier. C'est devenu un métier qui est très précis dans l'anticipation des besoins des abeilles. Et il faut connaître, il faut se former régulièrement, faire des formations continues. Ouais. Vous êtes déjà fait piquer? Oh oui, mon Dieu. Ça fait mal, ça fait pas mal. Ça fait mal. Mais ça dépend où elle pique. Il y a des endroits où les réactions sont plus fortes, mais c'est régulier, oui, je me fais piquer. C'est quoi alors la journée type d'une apicultrice comme vous? Ça commence tôt le matin. Quel est le rythme d'une journée pour vous occuper de vos abeilles? Alors, je pars le matin. Effectivement, j'ai ma tournée. Je vais visiter les abeilles. Je check, en tout cas, une fois par semaine, une colonie. Donc, ça, c'est le rituel semestriel. Et puis, après, il y a tout ce qui vient en plus, c'est-à-dire quand je reçois du monde, quand j'accueille les parrains qui viennent visiter leur ruche. Donc ça me donne aussi pas mal de travail et puis le suivi aussi, donc ça commence tôt le matin, ça finit tard le soir, et puis en été en tout cas c'est 150%. Ouais, c'est ça, Donc, et puis en hiver, voilà, c'est des périodes, c'est très saisonnier, donc en hiver il n'y a plus rien, c'est tranquille, on s'occupe du matériel, on retape et on repeint les ruches. Voilà. Il y a toujours quelque chose à faire. Hein, ça n'arrête pas, mais c'est plus calme en hiver. Voilà. C'est moins chargé. Une de vos missions également, c'est de sensibiliser les jeunes. Vous vous rendez parfois dans des écoles pour leur expliquer votre quotidien et l'importance des abeilles. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes-là et qu'est-ce qu'ils vous disent en échange également? C'est quoi leur retour? Donc, j'essaie justement de les sensibiliser. Donc, plus on leur apprend des choses, plus ils sont émerveillés, plus ils ont envie de les observer et de les aimer. Donc, ça, c'est un petit peu mon rôle, c'est de leur faire découvrir comment elles fonctionnent, parce que plus ils en sauront, plus ils vont les respecter, les protéger, les aimer, en prendre soin. Voilà. Et ce que je leur dis, c'est justement de leur expliquer ce qui se passe dans une ruche, parce que c'est juste fascinant. Donc rien que ça déjà, j'ai un public qui est vraiment très captif et réceptif, tout âge.
à tout âge, que ce soit les petits, que ce soit aussi quand je vais visiter les EMS. Donc les personnes âgées adorent adorent m'écouter et ce que j'ai à leur raconter sur le monde des abeilles. Et puis il y a la production de miel, évidemment. Vous faites votre miel alors. Alors oui, du coup, comme j'ai mes colonies, je fais la récolte du miel aussi. Donc j'ai la récolte. Et ça, c'est tout un travail. Hein. C'est pas aussi simple que ça non plus. Il y a tout un rituel, j'ai envie de dire. Oui, il faut faire attention que le miel soit bien operculé, qu'il ait bien été préparé par les abeilles pour que, quand on l'extrait, il ait un taux d'humidité le plus bas possible. Sinon, on peut fabriquer de l'hydromel avec. Donc voilà, il faut vraiment être très méticuleux. Ouais. Bien observer les abeilles, donc augmenter le volume quand les abeilles sont prêtes à accueillir les magasins à miel qui viennent par-dessus le corps de la ruche. Et puis surveiller ce remplissage, être prêt avec des abeilles fortes au bon moment. Voilà, c'est tout un travail Alors, j'explique pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio. Vous êtes venu avec un ruchier, on dit ? Alors une ruche. Une ruche où là, il y a une vitre qui nous permet de voir un petit peu les abeilles travailler justement. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, donc je ne sais pas si on peut montrer à la télévision et faire un plan sur la ruche justement. Donc c'est super intéressant et elles n'arrêtent pas. En fait, ça bosse tout le temps. Hein. Alors c'est 24 heures sur 24. Donc les abeilles ne se reposent jamais. Oui. Elles ne dorment pas. Elles ne dorment pas, elles sont toutes en activité. Donc en tout cas, les 20 premiers jours de leur vie, elles sont à l'intérieur de la ruche, protégées. Elles ne sont pas exposées aux dangers extérieurs et elles ne sont pas encore forcément expérimentées. Donc elles sont à l'intérieur protégées, mais elles travaillent 24 heures sur 24 parce qu'elles ont beaucoup de choses à faire. Elles doivent réceptionner le nectar des butineuses qui retournent à la ruche. Elles doivent transformer ce nectar en miel. Donc, c'est les magasinières. Elles doivent les stocker dans les cellules. Elles doivent bâtir les rayons aussi. Hein. Donc, les rayons, c'est d'abord de la cire, une plaque de cire qu'on aura gaufrée, qu'on aura mis neuve dans la ruche. Et les abeilles vont bâtir de chaque côté les alvéoles pour justement avoir la place pour la reine la ponte et pour les abeilles, enfin pour le stockage du miel. Et puis, donc, il y a tout un travail. Il y a aussi nourrir les larves à l'intérieur de la ruche. Donc, c'est les nourrices. À un moment donné, elles sont capables de sécréter la gelée royale, assez au début de leur vie. Et puis là, elles nourrissent. Donc, elles donnent de la gelée royale à la reine et aux bébés larves qui se développent. Et ensuite, ces glandes vont s'atrophier et vont laisser la place aux autres glandes, justement cirières, et c'est là qu'elles vont sécréter la cire pour bâtir les rayons. Voilà. D'accord. Incroyable. Combien vous avez d'abeilles ? C'est difficile à compter et à comptabiliser. Alors, on va dire sur une quarantaine de ruches, c'est fois 500, 1000. Ah oui. 50 000. 50 000. 50 000 abeilles par colonie et fois 40. Elles vous reconnaissent ou pas ? Non, je pense pas. Non, parce que leur vie est courte. Peut-être qu'elles prennent des habitudes. Oui, mais je pense que c'est une question d'attitude. Quand on va ouvrir, qu'on est sereine, qu'on est calme, qu'on n'est pas stressé par le quotidien, qu'on y vient vraiment pour elles, mais calmement. On ouvre la ruche et les abeilles vont sentir ce calme, cette sérénité, et elles vont être elles également réceptives à ça. D'accord, c'est ça. Si on arrive, qu'on est agité, qu'on est stressé, qu'on ouvre, qu'on se dépêche, on se dit c'est l'heure, il faut que je parte. On y va vite et là, les abeilles le sentent. Ou il y a l'orage qui arrive. Là, il faut faire attention aussi au moment où on va les visiter, que ce soit des bonnes situations climatiques. Alors, vous donnez des ateliers, on peut prendre rendez-vous, j'imagine, pour pouvoir venir vous écouter, parce que c'est passionnant. J'imagine qu'on peut vous écouter pendant des heures. Vous avez certainement plein d'anecdotes à raconter. Pour toutes les infos, c'est sur mielerie.ch, c'est ça ? Exactement, mielerie.ch. Et là, on a la liste des ateliers, enfin, de ce que je propose. Et je le fais vraiment soit individuellement, c'est-à-dire que je m'adapte à la demande. Et c'est vraiment selon les intérêts des visiteurs qui viennent.
viennent et je m'adapte vraiment à eux et à leurs questionnements, à leurs... voilà, ça peut être des groupes, des familles, des individuels, des couples. Voilà. Et je me déplace aussi. Vous déplacez aussi. Voilà, je me déplace pas sans mes abeilles. Super intéressant. Le temps passe très vite. Malheureusement, on va devoir conclure. Vous êtes venu avec différents miels qu'on n'aura pas le temps de déguster malheureusement ce matin, mais il y a plusieurs couleurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs régions, ça change en fonction, c'est ça? Alors ça, c'est pas mes miels parce que il y a du miel de lavande qui vient en fait de Provence. Bien sûr. Parce qu'il y a des grandes surfaces de lavande, alors qu'ici on n'a pas ce genre de grandes surfaces. D'accord. Mais effectivement, chaque miel, s'il est monofloral, a sa texture, a sa couleur, a son intensité de goût. Donc chaque flore amène une caractéristique au miel. D'accord, très bien. Et ça, vous proposez aussi dans vos ateliers de pouvoir de découvrir. Finalement, ça serait pas mal d'avoir une carte comme celle de Nicolas pour le miel. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas si. Non, c'est pertinent. Il y a un truc à faire avec, par exemple, le miel d'Odile qui est ici. Il y a un truc. Il y a un truc à faire. On va prendre rendez-vous après. On va prendre rendez-vous. Oui, on va en discuter. On organise, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, Odile Mermoux. Et encore une fois, bon anniversaire. Alors. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bravo pour ce que vous faites. C'est très important de sensibiliser les gens à l'importance des abeilles. Ça, on a tendance à l'oublier. Oui. Elles sont là, elles ont un rôle important dans l'écosystème que nous avons. Et si elles ne sont plus là, effectivement, eh bien, c'est fini.